Donc bonsoir à tous et toutes. Alors oui, donc ce soir, je vais vous parler de techniques ancestrales de navigation dans le Pacifique. Et avant, je vais quand même vous donner un peu de contexte sur le Pacifique, la navigation et sur les vagues. Donc si on commence par le Pacifique, qui dit peuplement du Pacifique disait forcément navigation. On est sur un continent bleu, donc pour se déplacer d'une île à l'autre, pour peupler le Pacifique, il a bien fallu naviguer. Donc là, voilà une petite carte des différentes routes de migration, celles, on va dire, acceptées aujourd'hui. Et ces migrations, elles ont commencé jusqu'à il y a 60 000 ans dans le détroit de la Sonde en Indonésie. Et petit à petit, au fil des millénaires, ces populations ont peuplé tout le Pacifique. Donc je ne vous fais pas l'affront de vous préciser où est la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je vais vous parler des îles Marshall en particulier. Donc ça, c'est vraiment les techniques que je vais vous présenter, on va dire, dans la deuxième moitié de la conférence, ce qu'ils utilisaient dans les îles Marshall. Et avant, je vais vous montrer, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé dans le reste du Pacifique et surtout, comment on est arrivé à savoir ce qu'ils utilisaient à l'époque, parce que aujourd'hui, ces techniques de navigation ne sont plus vraiment utilisées. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, vous êtes bien dans la bonne salle et à la bonne date. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous montre? Vous reconnaissez peut-être la musique? C'est la musique de Ease. Ease, c'est un chanteur hawaïen qui est mort en 97. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez cette musique? Voilà. Donc en gros, cette musique hawaïenne, elle a parcouru le globe. Tout le monde connaît cette musique hawaïenne. Pourquoi je vous montre ça? Parce que de connaître, le fait d'avoir connu et appris toutes ces techniques de navigation, ça fait partie d'un renouveau de la culture qui est partie d'Hawaï, qui a commencé dans les années 50. Tout à l'heure, je vais aussi vous parler du surf. Là, il y a la musique, la langue, ils chantent en hawaïen. Le ukulélé, qui n'est pas complètement hawaïen, mais qui est vraiment connu d'Hawaï. Et là, vous allez voir, mais quel est le lien avec la navigation, autre que ce fameux renouveau culturel. Donc là, j'avance un petit peu. Donc, Ease est mort en 97. Ça a été un drame national à Hawaï, évidemment. Ils ont perdu une icône. Et ils ont organisé des funérailles. Voilà, ça, c'est les images de ces funérailles. Sur une plage. Et là, vous repérez quelque chose, c'est une grande pirogue. Et cette pirogue était vraiment le vaisseau amiral de ces funérailles. C'est de cette pirogue qu'ont été répandues ces cendres dans l'océan. Voilà, on voit la pirogue. Il y avait beaucoup de monde. Très polynésien, forcément. Ces cendres qui vont être versées dans la mer depuis la pirogue. Voilà, donc cette pirogue, c'est Hokulea. Je vais vous en parler tout de suite. Tout à l'heure, je vous montrais la carte du Pacifique, ce qu'on connaît aujourd'hui de ces migrations, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, on va revenir plusieurs décennies en arrière, dans les années 40. Et dans les années 40, les gens pensaient que les Pacifiques avaient été peuplés depuis l'Amérique du Sud. Une personne en particulier, Thor Heyerdahl, en était convaincu et il s'est dit, pour le montrer, eh ben, je vais le faire. Il a construit un radeau en balsa. Alors pour ceux qui étaient la semaine dernière, ça c'est la bonne photo du Kon-Tiki. La semaine dernière, je n'ai pas montré la bonne. Donc il a construit un radeau en tronc de balsa. Il est parti de Callao au Pérou. Et il est parti à la voile avec son équipage pour montrer qu'il pouvait rallier la Polynésie depuis le Pérou à la voile avec les moyens ancestraux. Il a réussi, il a fini par s'échouer difficilement, mais il a réussi à s'échouer au Tuamotu plusieurs semaines plus tard.
Cette théorie, elle a été plus tard réfutée, en partie par cet homme. Cet homme, c'est Ben Finney. C'est un anthropologue de l'université d'Hawaï. Et c'est lui qui a créé dans les années 70 la Polynesian Voyaging Society, qui, elle, au contraire de Thor Heyerdahl, voulait prouver que le Pacifique avait été conquis par des peuples qui venaient du détroit de la Sonde, les Austronésiens, de façon particulièrement définie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dérivé, ils ont fait ça, ils savaient où ils allaient, ils avaient des grandes pirogues, et ils ont conquis tout le Pacifique. C'était un grand monsieur, il a un grand professeur, il a fait énormément de travail pour le renouveau et transcrire toutes ces anciennes méthodes de navigation. Donc là, je vous montre une coupure de presse du New York Times. Donc, pour avoir sa nécrologie dans le New York Times, ça montre bien que c'était un grand monsieur. Et il est mort à 83 ans, après avoir fait construire la pirogue Hokulea, qui a été construite en 1976. Aujourd'hui, elle navigue toujours. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde, elle est jusqu'à New York, par exemple, elle est en Europe, un peu partout dans le monde. Voilà, donc elle a été construite en 75, pardon. C'est son premier voyage réussi qui était en 76, et elle a fait de nombreux voyages depuis. Donc je vais vous parler de son premier voyage. Donc c'était en 76. La pirogue est partie d'Hawaï sans instrument, et instrument moderne, et ils ont rallié Tahiti en plusieurs semaines. On voit ici le trajet qu'ils ont pu suivre. Et ils sont rentrés après avec les instruments. Et c'était vraiment le premier voyage. Donc là, je n'ai pas de vidéo à vous montrer, mais l'arrivée de cette pirogue à Tahiti a été l'occasion d'une énorme célébration et la cause d'une très grande fierté du coup du peuple polynésien, parce que les Hawaïens et les Tahitiens sont très proches. Donc la première pirogue qui arrive à rallier Tahiti depuis Hawaï, c'était quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de musique, là je vous parle de pirogue. Je vais vous parler de surf aussi un petit peu. Je vais vous parler de surf et je vais vous parler d'un surfeur en particulier, qui s'appelle Eli Aikau. Moins connu que Iz, mais s'il y a des surfeurs dans la salle, je suis sûr qu'ils savent très bien qui est ce monsieur. C'est un Polynésien, un Hawaïen, amateur de grosses vagues, comme vous pouvez voir, et aussi un lifeguard, un maître nageur sauveteur, le premier maître nageur sauveteur de Waimea Bay, à Hawaï, qui est une plage où les vagues en hiver sont absolument énormes. Il a à son actif des centaines de vies sauvées, parce qu'il était capable d'aller chercher des gens en détresse dans les vagues, de les ramener à la nage, vivants, sur la plage. Donc forcément, quand l'équipage de Hokulea en 1978 lui propose de faire le second voyage vers Tahiti, il dit oui. Donc 1978, ils partent pour le deuxième voyage, et là c'est le drame. La pirogue se retourne. Et la pirogue se retourne le soir même de son départ. Ça reste un exemple, on va dire un contre-exemple de navigation. Ils sont partis sous pression médiatique. Les conditions n'étaient pas bonnes, tous les journalistes étaient là, et ils ont été un petit peu poussés, ils sont partis. Les conditions de mer étaient mauvaises, ils se sont retournés. Donc voilà un petit peu une carte de la zone. Donc là, encore un petit détail pour ceux qui font du VA maintenant. Donc voilà Oahu, l'île où il y a Honolulu, Pearl Harbor, pour ceux qui... Le nom doit évoquer quelque chose. Et il y a l'île de Molokai, ici. Donc ceux qui font du VA connaissent cette grande course de VA entre Molokai et Oahu, dans le Molokai Channel, ici. Donc on parle d'une trentaine de kilomètres, 2 îles hautes, de l'Alizé fort quasiment en permanence, de l'eau profonde. C'est un endroit qui est particulièrement mal pavé. Si vous êtes au portant en voilier, c'est génial. Si vous êtes au travers ou au près, c'est très mauvais. La mer est démontée. Et c'est là qu'ils se sont retournés. Ils sont partis le soir. Dans la nuit, ils se retournent. Au petit matin, on voit encore la terre. C'est des îles hautes, on les voit de loin. Personne ne sait qu'ils sont retournés. Dans le retournement, ils n'avaient pas de radio. Ils avaient une balise de détresse. Elle a été perdue pendant le retournement. Tout le monde à terre pensait qu'ils étaient en route tranquillement vers Tahiti. Donc Eli Aikau, qui était à bord, était parti avec ses planches de surf, arrive à convaincre le capitaine, vers midi, il voit la terre, il est capable de ramer jusqu'à la terre pour prévenir les secours. Il part,
Et dans l'après-midi, il y a un avion de ligne qui passe au-dessus, qui repère la pirogue. Ils envoient une frégate de surveillance, ils récupèrent l'équipage, la pirogue, et on ne retrouvera jamais ni le corps, ni la planche de Eddie. On la verra par hélicoptère, mais on ne retrouvera rien de Eddie. Donc depuis ce jour-là, la pirogue navigue toujours avec une escorte. On ne la voit jamais sur les photos, on ne la voit jamais sur les vidéos. La pirogue a toujours une escorte, un grand voilier moderne, puissant, capable de tracter la pirogue et de la surveiller au cas où. Donc la pirogue avait été récupérée, réparée. C'est la même pirogue qui navigue depuis. Et Eddie est devenu une légende. Il était déjà avant sa mort. Il est devenu encore plus après. Et aujourd'hui, il y a cette compétition de grandes vagues qui se tient à Waimea Bay en son honneur. Et cette phrase, Eddie would go, parce que quand il a fallu aller chercher les secours au milieu de la mer, lui, il a pris sa planche de surf. Il y allait. Bon, je vais alléger un petit peu l'atmosphère, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses, et je vais vous montrer notre vidéo. Ça, c'est pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Alors, il doit y avoir des parents dans la salle, ou des grands-parents, ou des enfants qui ont vu ce dessin animé. C'est Vaiana, ou Moana, selon l'endroit où vous l'avez vu. C'est l'histoire d'une petite Polynésienne, passionnée par la mer, et qui n'a pas le droit, sur son île, on n'a pas le droit de quitter le récif, on n'a pas le droit d'aller plus loin que le récif. Et elle s'aperçoit, au cours de l'histoire, que ses ancêtres étaient des grands navigateurs. Donc cette petite séquence, c'est là qu'elle se rend compte que ses ancêtres étaient des navigateurs. Donc en général, ce dessin animé, il avait été très bien reçu par les Polynésiens, parce qu'il est juste. Ils font assez peu d'erreurs. Sur les bateaux, par exemple, il y a peu d'erreurs. Sur la culture, il y a assez peu d'erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir plein de petites techniques de navigation qui sont reprises dans ce petit dessin animé. Et je vais vous les montrer. Alors, première technique. La température de l'eau. Si vous faites un voyage entre Hawaï et Tahiti, vous traversez l'équateur. Et l'équateur est fait de grands courants qui traversent tout l'océan. Et en fait, il y a une bande alternante de courants chauds et de courants froids quand on traverse l'équateur. Mesurer à la main la température de l'eau leur permettait de savoir à quelle distance à peu près ils étaient de cet équateur et de ces grands systèmes de courants. Première technique. Forcément, la technique à laquelle tout le monde pense, les étoiles, toutes les constellations dans le ciel ont un nom en hawaïen. Troisième technique, les oiseaux. Les oiseaux, ils vont ou ils viennent de la Terre. Si vous êtes en mer, vous voyez un oiseau, vous regardez où il va ou d'où il vient. Il y a de la chance que de là où il va ou là d'où il vient, il y a la Terre. Et dernière petite technique qui n'est pas très claire sur ce dessin animé, c'est évidemment les nuages. Parce que quand vous avez des îles hautes, la terre, la chaleur au-dessus de la Terre fait que les nuages sont plus épais au-dessus de la Terre. Et souvent, on peut voir la Terre, on peut voir les nuages avant la Terre qui crée ces nuages. Donc voilà, c'est des petites techniques qu'ils utilisaient, qui sont toutes reprises dans le dessin animé. Donc la prochaine fois que vos enfants, petits-enfants ou vous-même revoyez ce dessin animé, vous pourrez vous dire « Ah oui, effectivement, il y avait ces petites techniques. » Voilà. Bon, vous n'êtes pas venu pour voir des dessins animés. On va passer à des choses un petit peu plus sérieuses, qui n'y avait pas d'ailleurs pour ceux qui sont venus la semaine dernière, qui n'y avait pas la semaine dernière, et on m'a posé des questions là-dessus, on m'a suggéré de parler un petit peu plus de vagues, donc désolé, vous allez avoir le droit à un petit cours sur les vagues et sur leur théorie. Donc ici, on va parler de vagues de vent. D'accord ? Alors pourquoi les étudier? Pourquoi les prédire? Alors, déjà parce que c'est une source d'aléas. Ça crée des catastrophes naturelles ou technologiques pour les structures offshore et les navires de commerce, navires militaires aussi d'ailleurs.
avec deux exemples, les deux pétroliers, Erika et Prestige, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est des pétroliers qui ont été littéralement cassés en deux par des vagues. Ils n'ont pas tapé les rochers, ils étaient en pleine mer, les vagues étaient tellement violentes qu'elles ont cassé ces pétroliers en deux. Ensuite, à la côte aussi, ça crée des problèmes. Par exemple, pendant le débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Le 6 juin, en fait, était planifié pour le 5. Le problème, c'est que le 5, il y avait trop de vagues. Donc, ils ont attendu entre l'Angleterre et la France que les vagues se calment un petit peu. C'est d'ailleurs là, je vous en parlerai tout à l'heure, d'où viennent les premières prédictions objectives de vagues. C'était pour le débarquement pendant la Deuxième Guerre. Et vous souvenez peut-être de la tempête Xynthia sur la côte atlantique qui a fait de nombreux morts, principalement dû aux vagues. En fait. Les vagues ont passé les digues et le niveau marin a été augmenté par les vagues et a inondé des quartiers entiers en Vendée en particulier. De façon plus scientifique, par exemple, un de mes sujets d'étude, c'est le niveau de la mer. Donc on étudie le niveau de la mer avec des satellites. On a des satellites qui tournent autour de la Terre. Et le problème des vagues, ça fait du bruit. Donc c'est bien de les enlever, d'enlever le bruit. Comme ça, on a le signal en dessous. Donc pour enlever le bruit, il faut connaître les vagues. Donc c'est important de pouvoir les mesurer, les comprendre, les prédire. Et aussi, les vagues, ça a un rôle important dans la machine climatique. Alors qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est le climat, on le définit comme il y a l'océan, il y a l'atmosphère. Ça échange de la chaleur entre les deux, et entre les deux, il y a les vagues. Et en fait, les vagues permettent l'échange de chaleur, l'échange de sel, d'humidité entre l'océan et l'atmosphère. Donc pareil, c'est un paramètre important de la machine climatique qu'il faut connaître. Donc comment on les étudie et on les prédit? On va théoriser le problème et on va utiliser des ordinateurs une fois qu'on aura établi les équations pour les modéliser. Donc les vagues, ce sont des ondes, c'est périodique dans le temps et dans l'espace, ça va être important pour la suite. Ce sont des ondes de gravité, donc c'est-à-dire c'est une perturbation et il y a un retour à la normale qui est fait par la force de gravité. Et ces perturbations peuvent être de différents types. Ici, aujourd'hui, on va parler que des vagues de vent qui peuvent avoir différents noms. Donc les vagues de surf, la houle, le clapot, etc. Leur origine, c'est uniquement le vent. Ils ont une période, c'est aussi un peu, on va dire, la signature de ces vagues. C'est le temps qu'il y a entre chaque crête, entre 5 et 20 secondes. Et si on prenait un peu d'altitude et qu'on regardait la mer de haut, ça a une longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes, entre 5 et 500 mètres selon la période, selon la profondeur. Et là, il y a d'autres ondes de gravité dont je ne vais pas parler, mais les tsunamis et les marées sont aussi des ondes de gravité qui ont juste des signatures différentes, des périodes différentes et des mécanismes de génération différentes. Donc, pour les prédire, donc je vous disais tout à l'heure, la première théorie de prévision scientifique des vagues, elle a été classifiée, elle était en 1942, et elle a été commandée par les militaires en prévision du débarquement en Méditerranée et dans la Manche. Et le premier traité civil a été publié en 1947. Et donc, je vous disais tout à l'heure, la seule source des vagues, c'est le vent. Donc, la taille et la période de ces vagues, elle ne dépend que de trois choses. La force du vent, la taille du fetch. Quand je dis fetch, c'est la zone sur laquelle le vent souffle. D'accord? Donc, la force du vent, la taille de la zone sur laquelle le vent souffle et la durée pendant laquelle le vent souffle sur cette zone. Donc, ça sont les trois facteurs qui vont expliquer la hauteur et la période des vagues. Donc, une fois qu'on a ça, voilà deux images. Donc là, on a un état de mer particulièrement mauvais, on est au milieu d'une tempête. On voit des vagues, c'est assez brouillon, c'est haché, il y a des moutons, là il y a du vent. Hein. Mais ça, c'est au milieu du fetch. Donc là, on est dans la tempête. Mais ces vagues-là, une fois que le vent s'arrête, une fois qu'elles ont quitté la zone de tempête, elles ne vont pas s'arrêter comme ça. Et au bout de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, ça va ressembler à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément la houle. Ça, c'est ça en pluvieux. C'est les mêmes.
Elle a juste voyagé beaucoup plus longtemps. Puis pour vous donner une idée un petit peu de jusqu'où ça peut voyager, donc là, je vous ressors une vieille carte que j'utilisais à l'époque. Il y a la date dessus, voilà, 2003. Ça, c'est quand j'étais à Hawaï. Quand j'étais à Hawaï, j'aimais bien surfer. Et sur la côte sud d'Hawaï, pendant l'hiver austral, donc l'été là-haut, eh ben, on regarde les tempêtes au sud de la Nouvelle-Zélande. Là, on montre des isobars qui définissent un petit peu les vents à la surface de l'océan. Et en couleur, il y a les directions du vent qui sont dirigées selon ce qu'on appelle les orthodromiques. Donc là, ça a l'air un peu biscornu, mais ces lignes que vous voyez, c'est des lignes droites si on les représentait sur une sphère. Donc là, comme on met ça sur une carte plate, les lignes droites sur une sphère, ça ressemble à ça sur une carte plate. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans cette zone, il y a une tempête, donc le centre de la tempête est là. Sur le flanc de cette tempête, il y a des vents forts qui sont dirigés vers Hawaï. Donc là, on est à 20 degrés nord, dans l'hémisphère nord. Là, on est à 50 degrés sud. Et là, les petits chiffres qui sont peut-être un petit peu durs à voir, c'est en jours. Donc là, on est à 8 jours. Ça veut dire que quand on voyait ça, on disait « Ah, il ne faut pas mettre de rendez-vous la semaine prochaine. Dans 8 jours, il y aura une jolie houle qui arrivera plein sud sur les côtes de Honolulu. » Il y a quand même quelques milliers de kilomètres. On va dire même plus près de chez nous. Ça, c'est le résultat d'une petite étude que j'ai faite il y a quelques années. On essayait de comprendre l'érosion à UVA, du côté lagon. Côté lagon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme vague? Première chose, on s'est aperçu que si on se met à UVA et qu'on regarde vers le nord, ben en fait, il y a une assez grande fenêtre entre le Vanuatu et les îles Salomon. Et cette fenêtre, elle ouvre droit vers le Pacifique Nord, d'ailleurs en passant pas loin des îles Marshall, mais il n'y a pas grand-chose sur le chemin entre le Pacifique Nord, le large du Japon, et UVA. Et là, vous avez peut-être reconnu le pont de Mouli à UVA. Donc là, on est côté lagon. Et là, vous voyez, il y a des jolies crêtes de houle. Et là, en mesurant, on avait des capteurs ici, et nos capteurs nous disaient que cette houle qui arrive, elle a des périodes de 18 secondes. Cette signature, elle signe une houle qui a voyagé extrêmement loin. Donc clairement, quand on regarde le lagon d'UVA, on dit cette houle, elle n'a pas pu être générée dans le lagon. On s'est aperçu que ces houles, elles arrivaient surtout pendant l'été austral, qui est l'hiver au large du Japon. Et on en a conclu finalement assez facilement que ces vagues qu'on peut voir au pont de Mouli en été, c'est de la houle qui a voyagé, qui a été générée par des tempêtes au large du Japon, qui a mis 10 jours pour venir, qui est rentrée dans le lagon d'UVA par les passes autour des Pléiades du Nord, et qui est venue mourir autour du pont de Mouli sur le banc de sable. 10 jours pour venir. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte sur les vagues. Je vous ai montré un peu le contexte sur la navigation dans le Pacifique. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la navigation aux îles Marshall. Et en fait, je vais vous présenter finalement le résultat d'une petite étude qu'on a fait à plusieurs avec Joseph Gens, un anthropologue, un doctorant, moi-même qui était doctorant à l'époque, 2 professeurs de l'université. Donc pour les universitaires, c'est courant, c'est les doctorants qui font le travail et c'est les professeurs qui ont leur nom sur le papier. Et 2 Marshallais, dont le capitaine Corrent, qui nous a passé ces techniques. En fait, c'est lui qui est venu voir les anthropologues parce qu'il voulait absolument passer ces techniques. Il s'était rendu compte qu'aucun des jeunes de son île n'avait voulu apprendre sa technique. Et donc, il est allé voir les anthropologues et il leur a dit « Moi, je vais bientôt mourir, j'aimerais bien transmettre ce que je sais, j'aimerais bien transmettre ces techniques. » Et à leur tour, les anthropologues se sont dit « Ah oui, mais là, on parle de physique, c'est pas notre domaine. » Et ils sont allés voir des océanographes physiciens, c'est là qu'ils nous ont trouvés. Et Joseph et moi-même sommes partis aux îles Marshall avec le capitaine pour apprendre un petit peu ces techniques et voir ce qu'on pouvait en tirer. Donc voilà une photo du capitaine qui tient un WAPP dans les mains. Je vais vous expliquer après ce que c'est.
Et je vais vous replacer un petit peu le contexte des îles Marshall, donc dans l'hémisphère nord, pas très loin de l'équateur. Ça, c'est important, parce qu'en étant pas très loin de l'équateur, ils ne sont pas dans la bande principale des alizés. Et ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ils utilisent les vagues, donc s'il y a du vent fort, bah, la mer est démontée, il y a des moutons partout, on ne voit rien. Et les Marshall sont dans une zone où il y a finalement assez peu de vent, mais il y a quand même de la houle, parce qu'ils sont au milieu du Pacifique. Les îles Marshall, ça ressemble à ça. C'est une nation d'atolls. Des atolls qui sont séparés entre 100 et 300 km. Et la seule terre émergée, c'est une couronne autour de l'atoll. Allez, quand c'est haut, c'est 1,50 m d'altitude. Et vous imaginez, par rapport à ce qu'on a pu décrire tout à l'heure, bah, cette petite bande de terre, elle ne va pas générer de nuages au-dessus d'elle. Donc on ne va pas la voir, on ne va pas pouvoir la voir en approchant à cause des nuages qui auraient été générés par l'île. Dès qu'on est à 10 km, le dernier truc qu'on va voir, c'est le plus haut cocotier. Après, on ne la voit plus, cette île. Donc ils devaient vraiment avoir des techniques propres à cette région pour pouvoir retrouver leurs îles, parce que même 300 km, bah, du coup, c'est assez facile de rater l'atoll si on passe à 20 km de cet atoll. Pardon. Voilà, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un WAPP. Vous avez pu en voir. C'est un objet qu'on trouve maintenant dans la boutique de l'aéroport à Majuro, la capitale des îles Marshall. Et en fait, grâce au capitaine, on a compris vraiment le but de cet instrument. En fait, cet instrument, c'est un outil pédagogique. Ce n'est pas une carte qu'ils ont emmenée à bord. C'est un outil qu'ils utilisaient sur la plage pour expliquer aux élèves les techniques qu'ils utilisaient. Et le travail avec le navigateur, ça avait été de décrire un petit peu chacune de ces branches qui correspondent chacune à une technique que je vais vous présenter. Donc, concrètement, on est parti sur un petit bateau mis à disposition par le gouvernement des îles Marshall, un petit palangrier avec Joseph, l'anthropologue, capitaine Corrent et son équipage. Voilà, encore une photo du capitaine. Et on est parti avec un petit dispositif, cette petite bouée, qui, elle, enregistre les vagues. Donc, on avait mis un bandeau sur les yeux du capitaine, on est parti au large, on avait un GPS portable dans la poche, suffisamment loin pour qu'on ne voit plus l'atoll, on a enlevé le bandeau au capitaine, on lui a demandé ce qu'il voyait, on a mis à l'eau ce petit dispositif pour mesurer les vagues et essayer de mesurer ce qu'il pouvait nous décrire. Et ensuite, quand on est rentré au laboratoire, moi j'ai passé pas mal de temps dans plein d'équations, mais je vous éviterai tout ça. Donc il y avait quand même pas mal de travail d'équations derrière, mais on a réussi quand même à expliquer pas mal de choses. Alors, il nous a décrit 3 techniques en tout. Là, je vais vous parler des 2 premières. Je vais vous parler du Nitinkot et du Jurinokme, dans 2 zones différentes par rapport à une île qui est là. Donc là, voilà un petit diagramme qui essaye d'expliquer les techniques. Donc on a l'île au milieu, on a une houle d'est qui arrive, bien rectiligne. Et là, il nous décrit 2 techniques en fonction du côté de l'île où on est. On va dire, quand on est à l'avant de l'île par rapport à la houle, il nous parle du Jurinokme, et là, on l'explique très bien, parce que quand la houle arrive sur l'île, les vagues, elles cassent. C'est le surf, mais il y a une petite partie de l'énergie de ces vagues qui est reflétée vers le large. Et cette petite partie d'énergie qui est reflétée par le large, elle repart en faisant des cercles. C'est un peu comme la lumière, un petit peu comme quand on jette une pierre dans une mare. Les vagues qui repartent de l'île repartent de façon circulaire. Et quand elles croisent la houle rectiligne qui arrivait, ça fait des angles à la surface de l'eau qu'on peut voir. On voit deux crêtes de houle croisées, et en suivant la bissectrice entre ces deux houles, c'est la direction de l'île. Donc on pouvait utiliser cette technique, et il décrit aussi le Kajin-Rojeb, qui est la limite à partir de laquelle on ne peut plus voir ce phénomène. Donc là, on imagine une pirogue qui arrive par là, ils savent à peu près dans quelle direction était l'île. Ah, ils commencent à voir le Jurinokme. Si jamais ils dépassent le Kajin-Rojeb, ah, on l'a raté. On est allé trop loin,
Donc là, ils savent qu'ils étaient sortis de la zone. Donc ça, c'est une première technique. Deuxième technique, c'est le knitting coat. Donc on est toujours en présence d'une seule île avec une houle d'est. Et là, c'est un autre phénomène qui rentre en jeu, c'est en arrivant autour de l'île, là où l'eau est moins profonde, les vagues, la physique des vagues fait que quand on est en eau peu profonde, la vague ralentit. Donc aux abords de l'île, la vague ralentit. Plus loin, elle n'est pas affectée par le fond, elle continue. Donc les deux trains de houle qui passent de part et d'autre de l'île, en fait, sont courbés. Et une fois qu'ils sont courbés, ils finissent par rejoindre l'eau profonde, et là, ils reprennent leur route. Donc, les deux parties de houle qui ont été courbées se courbent donc, en passant au nord et au sud de l'île, et ensuite continuent leur route, et créent un motif croisé derrière l'île. De la même façon, quand on arrive par là, si on arrive à repérer le croisement de ces crêtes sur l'eau, on sait qu'en prenant la bissectrice entre ces deux crêtes, on arrive à l'île. Une des troisièmes techniques qui nous a décrites, donc là pour l'instant tout ça c'est vraiment ce qui nous décrivait. La troisième technique qui nous a décrite c'était le dilep. Là on est en présence de deux îles, c'est pour un voyage entre deux îles avec deux swells, deux houles croisées, et il nous décrit trois états de mer différents pendant son voyage entre les deux îles. Là-dessus on n'a jamais réussi à mettre une théorie dessus, à expliquer de façon physique qu'est-ce qu'il pouvait nous décrire. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Là, je vais rentrer un peu plus du coup dans la physique. Donc, la première technique, du coup, la deuxième que je vous ai expliquée, je suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, derrière l'île, quand la houle se croise de chaque côté, ce phénomène, en fait, on le voit très bien sur des images satellites. Quand on est parti avec le capitaine, j'en vois qui fronce les yeux. Non, je vous assure, on le voit très bien sur la photo, si le projecteur était bon et si vous étiez plus près. Mais on le voit très bien derrière l'île, avec des modèles numériques qui représentent les vagues. On arrive très bien aussi à le représenter. Quand on était avec le capitaine sur la pirogue, sur le bateau, il nous l'a montré. Nous, on l'a pu le voir. Il nous a expliqué, regardez, là, le long de la coque, vous voyez les vagues qui se croisent, on l'a vu. Et la bouée qu'on avait emmenée l'a vue aussi. Donc là, vraiment, succès total. On l'a mesuré, on l'a vu, on l'a théorisé, tout se passe bien. La deuxième, le Juri-Nokme, on l'a très bien conceptualisé, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le petit pourcentage d'énergie qui est réfléchi à la côte, qui interagit avec la houle incidente, qui crée un motif croisé qui permet de retrouver l'île. Donc on l'a bien conceptualisé, lui l'a vu, nous on ne l'a pas vu. Et la bouée non plus. J'ai une explication pour ça, c'est que, en fait, quand il essayait de nous la décrire, à l'opposé du knitting coat, où il le voyait à chaque vague qui arrivait, là, il ne le voyait pas à chaque vague. C'est-à-dire une houle qui a une période de 15 secondes, on va dire. C'est-à-dire toutes les 15 secondes, il devrait voir un motif de croisement. Donc il ne le voyait pas, il le voyait peut-être que toutes les 1 minute ou 2, parce que le pourcentage d'énergie qui est réfléchi d'une île, il est vraiment petit. On parle de quelques pourcents. Donc là, les lignes rouges de houle qui sont réfléchies, elles sont de la même couleur, de la même taille, on va dire, mais la houle réfléchie, elle est vraiment beaucoup plus petite. Donc c'est beaucoup plus fin à voir. Lui, il l'a vu. Ce qui se passe sûrement, c'est que la réflexion se fait au moment du ressac sur le récif. Donc toutes les vagues ne sont pas reflétées de la même façon. Donc c'est sûrement ce qui explique qu'on ne le voyait pas à toutes les vagues, que la bouée n'a pas pu le mesurer, mais lui, il l'a bien vu. Il nous a bien pointé la direction de l'île, et on peut le modéliser très bien aussi, donc, comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, on va dire succès presque total, mais pas complètement. Et alors le fameux troisième, alors là, on cherche toujours. On a eu de longues discussions avec l'anthropologue. On n'était pas d'accord, parce qu'on ne l'a pas conceptualisé avec des notions physiques modernes, on ne l'a pas observé avec la bouée, lui nous a parlé de motifs d'états de mer qu'on n'a absolument pas vus. Et en discutant avec l'anthropologue, moi j'ai avancé une hypothèse qui était plus liée à la perception par le navigateur d'un état de mer identique. Mais comme
quand on fait un long voyage, quand on fait un grand passage, on va dire de 3-4 jours, on n'est pas dans le même état d'esprit au départ, au milieu du voyage et à la fin. Donc peut-être que le même état de mer n'est pas perçu de la même façon au début, au milieu et à la fin du voyage. Bon, cette hypothèse n'a pas plu du tout à l'anthropologue, pour lui c'était pas acceptable. Donc on s'est quitté là-dessus, et donc cette étude a été dans les années 2000. Et en faisant une petite recherche il n'y a pas longtemps, pour refaire une présentation là-dessus, je suis tombé là-dessus. Ça, c'est un article encore dans le New York Times, dans le New York Times Magazine, qui date de 2016. Et là, je me suis rendu compte que Joseph Gens, doctorant à l'époque, maintenant professeur d'anthropologie, il cherche toujours le dilemme. Il a embauché d'autres océanographes, et il est toujours aux îles Marshall, à essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien expliquer ce dilemme, et il n'a toujours pas trouvé. Et le capital, entre les 3 îles, il a eu un peu de mal. Et surtout, après, en discutant avec lui, ce qui a achevé de nous convaincre qu'il n'y avait pas forcément de fondement physique, c'était, on lui a demandé, dans le cas de 3 îles, comment il est décrit. Et en fait, comme il est décrit strictement de la même façon, quel que soit le passage entre les 2 îles, ça ne pouvait pas avoir de base physique par rapport à l'état de mer. C'était pas possible. Donc c'est autre chose. C'est une perception, c'est une expérience peut-être, mais c'est rien qui puisse être expliqué par l'état de mer rencontré. Voilà, donc avant de finir, je vous ai parlé un peu des projets de pirogue du renouveau hawaïen qui a mené à la construction d'Okulea et de ces grands voyages. Donc en Océanie, il y a un mouvement en ce moment, justement, de recréer ces grands voyages en pirogue. Il y a même une initiative ici en Calédonie qui vise à rénover une pirogue et à réapprendre la navigation sur ces grandes pirogues. Donc ils ont une page Facebook. Si vous voulez aller les voir, allez-y. Je crois qu'il y a un représentant dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure. Il est quelque part. Et pour finir, une jolie photo. C'est un endroit où j'ai eu la chance d'aller travailler, c'est au Tuamotu. C'est un collègue qui a pris cette photo. C'est l'atoll de Raroia, au Tuamotu. Et il se trouve que c'est l'atoll où le Kon-Tiki est venu s'échouer quand il a essayé de venir du Pérou. Voilà, donc il vous reste un bon petit quart d'heure si vous avez des questions. Je sens qu'il y en a quelques-unes. Donc allez-y.